Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue à Jean Hachache, réalisateur, assistant réalisateur, qui a beaucoup travaillé avec Bertrand Tavernier. Vous savez que cette rétrospective Tavernier intégrale a commencé mercredi soir, avec une semaine de vacances, sur lequel vous étiez déjà assistant réalisateur, et qui va durer jusqu'au rétrospective, qui va durer jusqu'au 5 mars. Donc je disais Jean Hachache, proche de Bertrand Tavernier, parce qu'il a commencé à travailler avec lui au moment de La mort en direct, le film avec Romy Schneider, et Jean Hachache était venu en parler au moment où on faisait l'exposition et la rétrospective Romy Schneider. Il a aussi évidemment accompagné Bertrand Tavernier pour Un dimanche à la campagne qui passera demain dans cette même salle à 16h45, et puis donc je disais une semaine de vacances, et celui-ci, Coup de torchon. Coup de torchon, donc un film du tout début, enfin tourné et sorti en 1981. Jean Hachache, peut-être un mot, au moment où vous tourniez avec Bertrand Tavernier ce film-ci, vous aviez donc déjà l'expérience d'au moins 2 films avec lui. J'imagine que de tournage en tournage, de film en film, il était différent, mais disons, c'était quoi un peu Bertrand Tavernier sur un tournage ? Quel type d'homme ? Serein, exalté, colérique, apaisé, bref. Lequel ? C'était lequel ? Pour répondre la dernière fois qu'on m'a posé cette question, c'était dans un festival aux États-Unis où je venais faire une masterclass sur qu'est-ce que c'est de travailler avec Bertrand Tavernier, avec William Glenn, avec Pierre-William Glenn et Ariane Beuglin, qui a travaillé sur un certain nombre de films avec lui, comme monteuse. Et j'ai commencé en disant, on est là pour détruire une réputation. Et les gens du festival dans lequel on faisait ça ont eu très très peur, parce qu'ils se sont dit, voyez, il va régler ses comptes. Et j'ai aucun compte à régler, j'ai adoré travailler avec Bertrand, j'en ai fait 6 en tout avec lui, dont un qu'on n'a jamais tourné, mais qu'on a préparé quand même pendant plus de 3 mois, qui était un western aux États-Unis, au Canada. J'ai retrouvé le scénario il n'y a pas très longtemps dans mes archives, et j'ai le scénario... Il faut le déposer à la Cinémathèque. Oui, mais j'attends. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Non, le scénario, non, mais je le déposerai dans pas longtemps parce que je l'ai entièrement retapé en prenant en compte toutes les notes de Bertrand. C'est-à-dire qu'il y a 150 pages de scénario, plus des notes, et puis il écrivait très bien, mais très mal. C'est-à-dire que c'est du déchiffrage pratiquement de temps en temps. Et puis de temps en temps, c'est bien écrit, donc ça va. Voilà. Donc Bertrand sur un plateau, Bertrand, il avait un gros défaut. Je crois que tous les gens qui le connaissent et qui ont travaillé avec lui seront d'accord pour le dire. Il était un peu lâche. Il n'aimait pas s'affronter aux gens. Il n'aimait pas le conflit et il se débrouillait pour qu'il n'y en ait pas. Plutôt bien. Et quand il risquait d'y avoir un conflit, il pratiquait l'évitement, voire le retournement. Quand on préparait Un dimanche à la campagne, il voyait 2 opérateurs parce qu'il ne voulait plus travailler avec Glenn, il voulait changer, et il voulait trouver quelqu'un d'autre. Et donc il en envoyait 2. Bruno de Kayser, qui a finalement fait le film et qui a eu un César pour ça, et François Catenet. Je ne sais pas si vous voyez qui est François Catenet. Il a fait entre autres Indochine. C'est un garçon qui a eu une très jolie carrière, et le fait qu'il n'ait pas fait un film avec Bertrand n'a pas été déterminant dans sa vie. Mais j'arrêtais pas de dire à Bertrand, quand même, il faudrait que tu l'appelles. Puis finalement, il ne l'a jamais appelé. C'est moi qui ai appelé François en lui disant, écoute, je pense que tu t'en doutes déjà un peu, mais c'est pas toi qui feras le film. Voilà. Donc il avait un truc comme ça d'un petit truc d'évitement, mais c'était quelqu'un de... D'abord, c'était quelqu'un de joyeux. C'était quelqu'un qui aimait la vie par tous les bouts, quoi. Il bouffait beaucoup, il buvait pas trop, mais pas mal. Il se droguait pas, du tout. Ça,
Il aimait les femmes, il l'a prouvé. Il aimait tout ce qu'on peut choper dans la vie, et puis il essayait de le remettre dans ses films. Et c'était ça qui était bien. Mais je parlais de sa manière de gérer les rapports avec les gens. Quand on s'est rencontrés, c'était pour la mort en direct. Moi, j'étais encore un assistant, pas débutant, mais enfin, j'avais pas beaucoup de croix sur la carène, quand même. Et il m'a dit, voilà, si on fait le film en Angleterre entièrement, on prendra un assistant anglais. Si on fait le film en Allemagne intégralement, parce qu'on hésitait encore, on prendra un assistant allemand. Si on fait le film à cheval sur les deux, on prendra un français, mais pour l'instant, tu fais les repérages. Et donc il m'a vraiment pris à l'essai, mais sans me le dire. Mais bon, je m'en doutais un petit peu. Il m'a juste dit, il m'a juste filé le scénario en anglais, il m'a dit on se voit demain. C'était à Marceau et je me suis précipité il était 9h du soir, je me suis précipité au Publicis pour acheter un Ralph Shorter, parce que je n'en avais pas. Parce que je me disais qu'il y avait forcément des mots dans le scénario que je ne connaîtrais pas. Et j'ai bien fait de l'acheter, je l'ai toujours. Je le garde précieusement, je m'en sers moins, mais grâce à ce film, j'ai commencé une carrière totalement bilingue. Voilà, et en fait, on a fait le film entièrement en Écosse, et il m'a quand même gardé, parce qu'il aimait bien ce que je faisais, ma manière de travailler. Donc, il attendait beaucoup des autres. Il attendait beaucoup qu'on lui donne des choses. Les gens qui font leur travail stricto sensu avec Bertrand n'ont aucune chance. C'est ce que il se trouve que j'enseigne un tout petit peu, et c'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, quand vous êtes assistant, donnez le maximum et faites-vous voler vos idées. Le jour où vous vous rendez compte qu'un réalisateur à qui vous avez dit « Tu ne crois pas que la voiture rouge, ça serait vachement mieux que le noir qui est écrit dans le scénario » et qu'il arrive en disant « J'ai une idée, on va prendre une voiture rouge et pas une voiture noire. » Ce jour-là, c'est le plus beau jour de votre vie parce que vous savez que vous avez des bonnes idées et que vous êtes respecté par un réalisateur qui vous pique vos idées. Voilà. Bertrand faisait ça tous les jours. On l'appelait le plus grand des voleurs, d'ailleurs, avec beaucoup de tendresse, parce qu'on adorait qu'il nous pique nos idées. Et il le faisait avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, et c'était plutôt plaisant de retrouver sur l'écran des choses qu'on avait imaginées. Voilà. Coup de torchon, c'est mon 3e avec lui, donc, puisqu'avant il y avait eu l'amant en direct de la semaine de vacances et ensuite celui-là. Puis à l'époque, on les enchaînait quand même, parce que le tournage de l'amant en direct, on a fini en juin 2000. Non. On a fini en juin 1989. Non, 79. Je vais y arriver. Mais j'ai beaucoup de mal avec les francs, les euros et les années. Donc on a fini en juin 79, on a commencé le tournage de la semaine de vacances en janvier 80. On a même vu la première copie en salle de La Mort en direct à Lyon, pendant qu'on tournait la semaine de vacances. Et d'ailleurs, à cette occasion, l'ingénieur du son a quitté la salle en hurlant parce que la copie qui était projetée, c'était la copie doublée en français. Puisque le film est en anglais, et lui, il a vraiment pas supporté, il avait de bonnes raisons de ne pas supporter, c'était infernal. Voilà. Et en début 81, on a tourné Le Coup de torchon. Petite anecdote. Grâce à moi, le tournage a été retardé de 3 semaines, parce que le tournage était prévu mi-mars, et j'ai demandé à ce qu'on recule pour laisser le temps à ma femme d'accoucher, avant le tournage. Bertrand l'a très mal pris. Le jour où j'ai dit, 15 mars, Willy Glenn qui était là a dit, quoi, t'as un dîner? Non, mais Carole doit accoucher, voilà. Mais ça devait être d'autant plus compliqué que, on le sait, c'est une adaptation d'après un roman américain de Jim Thompson qui se déroule dans le sud des États-Unis, pour ce qui est du livre. Et Tavernier a souvent raconté qu'il avait beaucoup hésité sur il voulait le tourner ailleurs qu'aux États-Unis, mais il cherchait un autre lieu, un autre pays, un autre endroit. Mais à cette époque-là, le Coup de torchon, c'était un peu... Enfin, ça s'appelait... C'est un roman qui est très étrange, qui a perdu 5 habitants d'un village dans la traduction, puisque
En anglais, c'est Population 1280. 1280, et en français, c'est 1275 ans. Voilà. Le 80 est passé à 75. Et c'était un peu un serpent de mer parce que beaucoup de réalisateurs voulaient le faire, en particulier Corneau, qui a beaucoup travaillé sur le scénario, qui a essayé de, pas ce scénario, mais un scénario à tourner, et qui n'y arrivait pas, il n'a pas réussi à monter l'affaire. Et Bertrand, je pense que c'est une idée qui est venue d'Orange, Jean Orange, qui a écrit le scénario. Troisième scénario écrit avec Bertrand, il avait déjà écrit avec Bosque le premier, l'horloger. Il avait écrit Que la fête commence, tout seul, avec Bertrand, et il écrivait celui-là avec Bertrand. Donc l'idée c'est une idée totalement géniale, de transformer le sud-américain raciste en sud-français raciste de l'époque, c'est-à-dire les colonies françaises en Afrique. Du coup, il pouvait transposer cette espèce de suffisance, de haine, espèce de grand écart intellectuel que moi j'ai presque du mal à imaginer aujourd'hui, mais comment les colons vivaient en Afrique. Et du coup, mettre en scène ce personnage d'ange exterminateur, appelons-le comme ça. Voilà. Tavernier a raconté aussi que ce qui les a sans doute aidés à imaginer cette translation entre le sud des États-Unis et l'Afrique coloniale, c'est la relecture du Voyage au bout de la nuit de Céline. Et que l'évocation par Céline des colonies en Afrique à la fin des années 30 avait été pour Tavernier absolument décisive. Oui, c'était un grand lecteur, un homme extraordinairement cultivé et qui avait un truc très très agaçant, moi qui n'ai aucune mémoire, c'est qu'il était hypermnésique. C'est-à-dire qu'un truc qu'il lisait une fois, il le savait et il s'en souviendrait toute sa vie. C'était absolument dément de passer une soirée avec lui et de parler de cinéma, ce qui nous arrivait à peu près tous les jours. Il était d'abord, il connaissait ça par cœur. Si vous n'avez pas vu Le Voyage dans le cinéma français, qui n'a pas vu Le Voyage dans le cinéma français? Quelle chance vous allez pouvoir le découvrir. Ça fait 8 heures, il y a un Blu-ray absolument magnifique. Il passe ici aussi. Et il passe ici. Et qui n'a pas vu Le Coup de Torchon? Ah, quand même. Parce qu'on se disait. Et sur grand écran, il y en a qui l'ont vu sur le petit et qui vont le voir sur le grand écran pour une fois. Ah oui, donc une bonne proportion. C'est bien, c'est génial, c'est vraiment un film pour le cinéma. Vous allez voir l'Afrique comme rarement elle a été présentée, parce que Bertrand, et nous tous d'ailleurs, parce que quand un réalisateur comme Bertrand fait un film avec son équipe, et comme je vous le disais, tout le monde est impliqué un petit peu dans les choix. Non pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, parce qu'il a une vision extraordinaire. Il avait une vision extraordinaire. J'ai beaucoup de mal à parler au passé de Bertrand, c'est un truc. Il avait une vision extrêmement claire de ce qu'il voulait. Il savait toujours, dans une séquence, le plan qui était important. Il ne savait pas forcément comment il allait la tourner entièrement, mais il savait exactement, pour chaque séquence, et c'était en général ce qu'il me disait, dans cette séquence-là, moi je veux un travelling. Je dis oui, mais le travelling il va de où à où dans le scénario? Il dit je sais pas, mais il y aura ça. Bon, d'accord. Donc on s'organisait en fonction de ça. Donc, et on avait tous vraiment envie de rendre hommage à ce pays qui était le Sénégal, et un village, ça c'est un truc très d'aujourd'hui, c'est qu'on a tourné ça dans un village qui s'appelle Louga, qui est à 35 km au sud de Saint-Louis du Sénégal, et qui est aujourd'hui devenu la capitale du crack. Vous croyez ça? C'est un bled paumé au milieu de l'Afrique, et c'est devenu la capitale du crack, et tout le crack qui porte le pantin en ce moment, il est fabriqué là-bas. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Deux mecs qui ont dû avoir une bonne idée. Dernière chose rapidement, mais en même temps c'est important. Vous étiez assistant réalisateur et sur le tournage, il y avait comme chef opérateur Pierre-William Glenn,
qui avait lui aussi déjà travaillé avec Bertrand Tavernier, et comme chef décorateur, rien moins qu'Alexandre Troner, hein, qui est quand même bon, une légende de j'allais dire, de la direction artistique. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi bien avec Carnet qu'avec Billy Wilder, pour faire vite. Qu'est-ce que c'est Luc Besson. Et Luc Besson. Enfin, la liste est trop longue. Genre le grand écart, voilà, des Enfants du Paradis jusqu'à Subway. Qu'est-ce que c'était le travail de l'assistant réalisateur en relation avec un chef opérateur comme Pierre-William Glenn, où la particularité de ce film, c'est qu'en grande partie, enfin, beaucoup est tourné en steadicam, c'est-à-dire une caméra, pratiquement tout. Voilà, caméra portée à même le corps par le chef opérateur, qui donne un sentiment à la fois de grande aisance, de grand déplacement et de flottement, et puis en même temps de travailler avec le chef op et ce chef décorateur-là. Ça faisait une sacrée équipe au Sénégal. Voilà, c'est un exemple qui vous revient de ce que c'était enfin, oui. Vous avez 2 heures. Des exemples, j'en ai des dizaines. 2 choses. D'abord, le Steadicam, c'était effectivement le premier film qui était tourné en France entièrement au Steadicam. Et dans La mort en direct, il y a le premier plan dans un film français tourné au Steadicam. Si vous l'avez vu, le film, c'est un plan dans un espèce de marché aux puces où Romy s'échappe, prend la fuite. La mort en direct. Dans La mort en direct. C'était le premier plan dans le cinéma français qui était tourné au Steadicam. Et le coup de torchon, c'est tout le film qui est tourné au Steadicam. À tel point que, comme c'était une caméra qui, entièrement équipée à l'époque, pesait entre 35 et 50 kilos selon les équipements. Donc il fallait se la traîner quand même. C'était un harnais, un bras, enfin vous avez tous vu des photos de ça, maintenant on en voit partout. À l'époque c'était tout nouveau et on l'a loué en Angleterre pour pouvoir le faire. Avec Willy c'était il avait fait tous les films de Bertrand, sauf Les Enfants gâtés qui a été fait par Alain Levent. Sinon il avait fait tous les films de Bertrand. Donc il connaissait bien le mode d'emploi. Et Willy, je l'appelais la locomotive. C'est-à-dire c'est un type qui peut être extrêmement agaçant, mais qui a des idées formidables, et c'est un meneur d'équipe absolument incroyable, et qui est très positif dans sa manière de travailler. Troner, je me souviens, vous verrez au début du film, il y a une éclipse, et l'éclipse, on l'a faite dans la cour de l'hôtel, avec un système de travelling, de miroirs, de trucs qui bougent. On était très contents de notre éclipse, et vous verrez, elle marche très très bien. C'est entièrement fait à la main dans la cour de l'hôtel à Saint-Louis du Sénégal. Troner, c'était un type extraordinaire. Moi j'ai fait 3 films avec lui. La truite de Lozé, celui-là, et puis Round Midnight. Et Troner, c'était un petit gars, c'est beau comme ça. Il avait un accent à couper au couteau, et il arrivait toujours un peu masqué, c'est-à-dire qu'il regardait les choses comme ça, il disait oui, c'est bien, c'est très bien. Et vous verrez dans le film, il y a des toilettes en bois qui ont un rôle assez important. Et les toilettes ont été bien entendu fabriquées. Et il arrive dans le hangar dans lequel on fabriquait les toilettes, il regarde les toilettes, il dit c'est bien, c'est très bien. Cassez-le. Non, ne le cassez pas, mettez le feu. Foutez-y le feu, cassez-le, et quand c'est tout cassé, c'est un peu brûlé, vous le reconstruisez avec les mêmes planches. Et quand vous verrez le truc il est là depuis 70 ans, quoi, il n'y a aucun problème, on ne se pose pas la question. Et en fait, ils l'avaient construit une première fois, ils l'ont peint, patiné, brûlé, cassé, reconstruit. Et Troner, il faisait ça tout le temps, il se promenait dans les décors, comme ça, et dans un making-of que j'ai fait sur La mort en direct, sur Round Midnight, il y a un petit interview de lui, il dit « Ce qui est important, c'est ce que le public croit. On s'en fout de comment on l'a fait, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est ce que le public croit. » Voilà. Et je crois qu'il a raison pour tout
en ce qui concerne le cinématographe. Bon, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter pour qu'ils puissent voir le film. En tout cas, mille merci Jean Hachache. Je vous en prie. Bravo de l'occasion. Mille merci. Et bonne projection.